Salut Dylan, Salut, tu vas bien? ça va, impeccable. Et bah écoute, déjà, je voulais te remercier d'être sur le Twitch avec moi. Donc, je sais que tu es un peu globetrotter. Voilà, Je donc tu suis, es. je suis, j'étais parmi vous en Europe il y a 2 mois, mais j'ai malheureusement pas pu revenir pour la Knock On Week, ce qui est une grande tristesse. Mais heureusement, on avait une partie de l'équipe qui était là pour représenter fièrement, donc tout va bien. D'accord, tu parles du No Code Summit, non? C'est ça? Excuse-moi, le Knock On Summit, ouais, exactement. Ah, ok. Non, mais je pense que tu es pas mal là où tu es quand même. Là, si j'ai bien compris, c'est le Brésil, sur une île ou quelque chose comme ça, non? Ouais, mais comme tu vois, là, c'est un peu nuageux. C'est pas encore l'été ici, mais ça arrive doucement. Ok, ok. Bon, alors, pour te présenter rapidement, donc encore une fois, merci de t'être levé très tôt pour être sur le Twitch. Voilà, donc pour te présenter, donc tu es le fondateur de Brulance, donc on peut retrouver évidemment sur brulance.com. Si j'ai bien compris, qui est un collectif. Voilà, est-ce que tu peux présenter en quelques mots Brulance et nous dire un peu ton positionnement, quoi? Parce que j'ai cru comprendre que ton positionnement c'est assez généraliste versus être un spécialiste dans un outil en particulier. Voilà, donc un peu comment tu te positionnes, comment tu te différencies par rapport à d'autres, comment dire, à d'autres agences. Voilà, on peut commencer un petit peu par ça et puis Ok. à toi. Du coup, je vais commencer par peut-être ce qui me différencie pas. On rentre dans le business model et dans la proposition de valeur qui est assez standard des agences de services qui veulent aider les entreprises à optimiser leur processus
via la transformation digitale. Là où effectivement il y a une niche dans laquelle on se trouve un peu tous, vu qu'on se trouve sur ce Twitch, c'est ce positionnement. Il y a des outils qui sont simples à utiliser, simples à mettre en place et qui permettent de raccourcir des roadmaps et de se concentrer sur l'essentiel, qui est donc le no-code. Mais ça reste un moyen, forcément, c'est pas la vision ou la proposition de valeur en soi. Et donc nous, fondamentalement, ce qu'on fait, c'est on accompagne des PME dans l'optimisation de leur processus métier. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur développe des outils sur mesure pour accélérer ces processus via de l'IT. Et donc, l'IT intelligent en 2024, forcément, c'est de passer par de la programmation visuelle et qui est no-code. Et donc, effectivement, on a un collectif de freelance, ça veut dire que j'ai pas d'employés. On est une équipe. Alors, c'est toujours difficile de donner la taille de l'équipe vu que ça varie un petit peu du nombre de projets qu'on a en parallèle. Là, aujourd'hui, on a 10 collaborateurs actifs, mais c'est une équipe de 15 personnes et on active en fonction de la charge de projet qui rentre. Donc, on s'amuse bien en tout cas. D'accord, super. Et donc, tes projets, enfin, malgré tout, c'est toujours du no-code, quoi. Tu n'as pas de projet code où tu ne gères pas des développeurs en soi, quoi. C'est fait avec du no-code. On est d'accord? Alors, si, on a un dev en interne. Encore une fois, je suis assez convaincu que le no-code, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Mhm. Et donc, il y a toujours des cas d'usage où pour arriver à un résultat espéré, parce que finalement c'est ça l'objectif, hein, c'est Tout à fait, d'accélérer des opérations. En fonction du paysage applicatif, de l'IT, ça peut arriver qu'on ait besoin d'aller rajouter des couches de dev, mais ça représente peut-être 5%, entre, je vais dire, 3 et 5% de la charge de travail dans les différents projets qu'on mène, quoi. D'accord. Euh, et du coup, quand tu présentes, quand tu parles avec tes clients ou tes prospects, euh, tu les abordes. Alors, je me demandais un peu comment tu les abordes, quoi. Comment tu leur vends ton agence? Est-ce que tu parles de no-code, tu parles pas de no-code? Et c'est quoi un peu le profil de tes clients? Alors, les personnes qu'on accompagne, c'est donc des PME. Et les gens avec qui on discute en général, c'est donc les patrons, les dirigeants de ces PME. Alors, ça peut arriver qu'on commence à discuter avec des grosses boîtes, ce qui arrive de plus en plus là ici avec Brulance. On a quelques clients qui sont au-dessus de la PME. Et dans ce cas-là, en Mhm. général, c'est plus le manager d'une équipe qui a très envie de montrer qu'il fait mieux que ses autres collègues managers et que son équipe en général fonctionne bien mieux que celle des business units d'à côté. Mhm. Euh, donc ça, c'est par rapport aux personnes avec qui on parle. Comment est-ce qu'ils viennent nous trouver? C'est beaucoup de bouche à oreille aujourd'hui. C'est des collègues ou des amis ou d'autres entrepreneurs qui leur Mhm. parlent des projets qu'on fait avec Brulance. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie. En général, ce qu'on demande directement à la fin d'un projet, c'est de nous donner une satisfaction et de nous mettre en contact avec des personnes de l'écosystème de cet entrepreneur, vu qu'on parle souvent de patron de PME, pour qu'ils nous mettent en relation. Donc en général, c'est comme ça que nous on va chercher nos missions et on essaie d'être un peu présent en ligne. On a commencé une stratégie SEO, etc. Mais en réalité, aujourd'hui, le gros du business, c'est le carnet d'adresses de nos clients, en fait. D'accord. Euh, et comment est-ce qu'on va leur présenter ça? Alors c'est assez simple. Non, je parle pas de no code dans un premier temps. Mhm. Et je pense que j'en avais discuté durant la No Code Week à Cologne, qui est organisée justement par No Code France il y a quelques mois, parce que je le répète jamais assez, mais qu'on appelle ça No Code, progression ou la programmation visuelle ou autre, ça reste des moyens. Tout à fait. C'est pas une fin en soi. Du coup, Mhm. en fait, moi réellement, l'objectif dès le début, c'est de comprendre c'est quoi les problématiques. Et la vraie proposition de valeur, c'est de dire, vous allez avoir une équipe tech complète. En fait, vous engagez, si tu veux, une sorte de CTO et son équipe avec une vision business qui comprend c'est quoi les business cases et la vision globale de l'entreprise. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas besoin de construire toute une équipe. Vous allez discuter avec moi. Mhm. Et puis derrière, dans l'exécution d'une vision, donc c'est-à-dire ce qu'on a envie de régler dans ta boîte, on a une équipe opérationnelle derrière qui vient mettre les outils en place. Ta casquette, du coup, c'est quoi? C'est CTO, CPO, les deux? C'est compliqué. Dans le collectif, donc je suis fondateur du collectif, on a une organisation qui est assez flat, donc c'est un peu compliqué. Chez les clients, clairement, c'est un peu un CTO externalisé. Mhm. Euh, c'est donc qui peut jongler avec différentes compétences, que ce soit de la compréhension du business case global, puisque ça reste du C-level où il faut pouvoir discuter avec les CEO, les CO, etc. Mhm. Mhm. Euh, et la compréhension technique et les compétences de management derrière d'une équipe technique pour pouvoir discuter avec des makers qui sont spécialisés sur des verticales technologiques Mhm. Mhm. et mener à bien la roadmap, je dirais, projet avec la vision d'entreprise.
Ok, cool. Et quand tu parles de PME, parce que PME pour moi ça veut un peu tout dire et rien dire quoi. On parle de quoi? Mhm. Parce que c'est du 0 à 10 salariés, du 10 à 50 ou du 50 à 200. Tu vois. Je pense que c'est pas la même Ouais. public quoi. Alors, la boîte est assez jeune, hein, l'air de rien, vu qu'on a lancé ce Mhm. collectif il y a 1 an et demi à peu près, un truc comme ça. Donc, on travaille toujours avec des clients aujourd'hui qui nous accompagnent depuis le début et qui sont plus forcément dans le scope enfin, dans l'ICP qu'on essaie de chercher. Aujourd'hui, on est plus sur des boîtes entre 15 et 60 personnes. D'accord. Euh, on a deux clients qui ont plusieurs centaines d'employés. Mais la réalité, c'est que le gros du projet aujourd'hui, ça se concentre sur des boîtes je vais dire entre 15 et 60 personnes. D'accord. Et du coup, tu t'adresses principalement aux CEO, non, j'imagine, Ouais, très ouais, dans souvent. ces projets. En fait, c'est assez marrant. J'avoue que c'est un peu ça qui me. Alors peut-être pour le petit background, moi j'ai commencé dans le paysage IT en implémentant du Salesforce il y a des Mhm. années. Et donc je pense que j'étais un peu dégoûté de ces roadmaps projets interminables avec 25 points de contact où tout le monde se fait un peu mousser sur la roadmap Mhm. et sur le rôle que chacun va prendre dans l'exécution d'un projet plutôt que de se concentrer sur l'exécution du projet, de faire en sorte que ça tourne après pour la boîte. Donc ça m'a fatigué et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré me rapprocher du monde un peu plus entrepreneurial, plus petite entreprise. Et je trouve que le bon compromis, parce que l'air de rien, il faut quand même trouver des clients qui sont capables de s'offrir ce genre de système. Le bon Mhm. compromis, c'est d'aller vers des PME qui sont bien établies, qui connaissent leur business model, qui sont rentables. Et en général, ce genre de PME, je vais dire, 60, 70 personnes, t'es quasi sûr que c'est toujours le dirigeant qui y bosse, et qui y bosse d'ailleurs Ouais. trop. Donc Mhm. c'est un peu un bébé. Souvent on a du mal à lâcher le bébé, on a un peu peur que tout s'écroule. On continue à faire des longues journées et à être très proche de ses équipes. Et donc c'est là qu'on peut aller créer beaucoup de valeur parce qu'on peut faire en sorte que ce dirigeant se fasse en sorte d'optimiser une boîte, de se libérer du temps et de soit de prendre du temps pour lui, soit de réinvestir correctement son temps dans l'organisation et le management de son équipe, quoi. D'accord. Bon, je suis content, j'ai un commentaire. On a un commentaire. Parce que je ne sais pas trop dans Twitch, je n'ai pas encore tellement l'habitude et je ne sais pas voir combien il y a de personnes qui sont connectées ou pas. Donc, quoi qu'il en soit, je vois un commentaire de Mathieu qui nous dit Hello, super passionnant le no-code plus product management. Merci Mathieu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi-même, freelancer, ayant travaillé 4 fois avec des grands comptes et leur product manager in-house, et rien n'est plus agréable en tant que freelancer que de bosser avec un product manager. Voilà, donc tout à fait. Moi, je pense qu'il y a, et c'est un petit peu aussi l'orientation un peu de ce tweet, hein, il y a la connaissance technique, hein, donc c'est un peu les verticales, donc il faut connaître, hein, il faut avoir des experts outils, hein, bien sûr. Euh, mais en amont, pour moi, il y a tout ce travail que tu dis là, que j'appelle CTO, je le vois pas mal comme CPO, honnêtement, Mhm. entre nous, de comprendre les problématiques du client, comprendre ses besoins, faire du ROI, tout ça. Et j'ai vu que tu avais beaucoup de méthodologie là-dessus. Rapidement, pour finir un peu sur ton profil de client, tu parlais de comment dire, qui ont les moyens en fait de ce type de projet. Donc, c'est quoi un peu le ticket moyen quoi? Est-ce que tu peux des projets avec toi quoi? Tu peux en dire deux mots? Alors je vais ouvrir mon CRM, donc je partage pas encore mon écran. J'ouvre mon Uh-huh. CRM en direct et je vérifie. Mais je crois qu'aujourd'hui, du coup, si je regarde un peu la barre médiane, ce qui est moyen, il doit être à 30 000 euros, 35 000 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Ce qui est pas mal, parce que moi j'entends parler souvent dans des projets no-code, plutôt de projets à, je sais pas, moi, 6 000, 10 000, des choses. Surtout que toi, en plus, tes projets, c'est du Ops, non? Si j'ai 80, on en avait parlé un petit peu, je Ouais, crois. Donc 80-90% de tes projets, c'est vraiment du Ops, quoi, de l'optimisation de processus, c'est bien ça? ouais, tout à fait. Hmm. Alors pour rebondir sur la partie valeur, ça c'est un peu le débat éternel sur à combien tu vends tes prestations. C'est, je pense, un peu aussi Mhm. enfin, je sais comment il s'appelle ce gars déjà qui a écrit un livre qui s'appelle Hourly Billing is Nuts. Donc la facturation à l'heure est complètement stupide, qui est en Ah fait un livre sur le value-based pricing qui explique un petit peu comment est-ce que cette personne qui est un développeur à la base, donc un dev traditionnel, qui a fait ça pendant des années, facturer ses clients à la valeur et pas au temps passé. Je trouvais ça assez passionnant. Et tu vois, de nouveau, tu es revenu dans le truc duquel moi j'essaie un peu de m'échapper quand je parle avec mes clients. Tu as dit, quand on parle de projet no-code, on est plutôt dans.
Alors qu'en fait, on s'en fiche que ce soit un projet no-code dans l'absolu. Et c'est pour ça que Bien je pense sûr. qu'en réalité, le terme no-code, d'un point de vue commercial, dessert le no-code. Mhm. C'est-à-dire que quand on parle de no-code, dans la tête d'un client, c'est très vite no competence et no budget et no tout ce que tu veux. Alors qu'en D'accord. fait, Mhm. c'est pas vrai. Donc pour moi, il faut changer ce shift. Il faut que on comprenne, nous, en tant que techniciens, qu'il existe des alternatives simples où on n'a pas besoin de développer avec des lignes de code, qu'on appelle no-code, mais qu'on pourrait aussi appeler du développement visuel. Mais fondamentalement, quand on va vendre des projets, on doit bien se mettre, surtout dans mon cas qui fait des projets Ops, on doit bien se mettre dans la peau d'un dirigeant d'entreprise qui a une roadmap avec un business case et qui, lui, essaye d'avoir un retour sur investissement. Euh, donc là, par contre, c'est vraiment cette approche value-based pricing, où si je bosse avec un dirigeant qui a une boîte de 70 personnes et que cette boîte, tous les mois, perd 40 000 euros parce qu'ils n'ont pas un bon système en place, même si jamais ça me prend réellement en termes de ressources, je sais pas, disons 15 000 ou 20 000 euros à aller développer avec une équipe structurée qui accompagne le client, euh, le retour sur investissement il est énorme. Parce que si tu fais une perpétuité, je ne sais pas si jamais tu te rappelles de cours de finance que tu aurais pu avoir, si tu fais une perpétuité sur 40 000 euros tous les mois sur une infinité de vies de boîtes, je pense que tu arrives à plusieurs millions. Donc, aller vendre un projet qui fait 6 000 ou 10 000 euros à une boîte qui peut gagner plusieurs millions, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Je pense qu'il y a, bon, ça, on sort du product management. Pour moi, c'est une approche entrepreneuriale où on doit être capable de, 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 de se réjouir de ce monde no-code dans lequel on fait partie, le promouvoir au maximum pour pouvoir en fait, permettre à cet écosystème technique de grandir et de monter, d'être pertinent dans ce qu'on construit chez les clients. Mais par contre, ça ne doit pas nous brider dans notre capacité à aller proposer des missions et à avoir une méthodologie qui, pour moi, sort complètement de ce que la communauté no-code ici propose en règle générale. Et donc, c'est très bien que tu fasses ce tweet, je pense, qui sont les méthodos en amont de product management, les méthodos de vente, d'entrepreneuriat. Donc, no-code, c'est un moyen. Ça remplace les langages de programmation historiques qu'on a toujours eu, mais il faut beaucoup plus que ça pour accompagner des clients. Et donc, Mhm. c'est trop bien que tu me donnes la parole aujourd'hui parce que je pense effectivement remettre un peu l'église au centre du village sur la nécessité d'avoir ce product manager, la nécessité de comprendre les besoins clients, la nécessité de faire un business case, la nécessité de comprendre la vision. En fait, elle arrive en amont, mais c'est de là que part la valeur pour la construction de nos codes derrière, parce que l'implémentation en soi, en fait, la stratégie ne vaut rien sans implémentation, mais l'implémentation souvent se casse la gueule sans stratégie. Donc les deux vont de pair. Tout à fait, ouais. Je suis tout à fait bien sûr d'accord avec toi. Et c'est vrai que souvent, je pense que c'est un piège aussi du no-code, hein, c'est que souvent les gens veulent du cheap, quoi. No-code, pas besoin de coder, c'est rapide, pas cher, etc. Donc je pense que c'est très bien aussi l'exercice que tu fais, hein, de dire finalement, on parle seulement de technologie, ok, mais ça t'exempte pas de comprendre c'est quoi l'objectif, c'est quoi le retour sur investissement, euh, c'est quoi les besoins du client. Donc il y a tout un ensemble en fait de phases amont du développement lui-même, hein, que ce soit no code ou code, peu importe, hein, qui sont nécessaires, quoi. Et donc comme tu dis, quoi, il faut remettre un peu l'église au centre du village. Ça reste un projet technologique. Euh, et donc, tout à fait, quoi. Je pense que c'est bien. Après, c'est vrai que ce que j'entends souvent, c'est que les freelanceurs, no code, souvent, ils doivent faire un peu tout, quoi. Tu vois, ils doivent avoir un peu toutes les casquettes, product management, qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas forcément toutes les compétences, d'ailleurs. Ouais, Mais, et du coup, c'est pour ça que ça peut se viander aussi, hein, les projets. ouais, bien Mais sûr. du coup, ils doivent un peu avoir toutes les casquettes, être experts dans l'outil, faire du product management, faire un peu tout. Donc, ta structure et le fait que tu arrives à vendre ce type de projet, de prestation, non, vraiment avec du product management à fond, quoi, je trouve que c'est très, enfin moi je trouve que c'est très inspirant en fait en général pour monter le niveau et pour voilà, ce qu'on peut proposer au no-code, c'est pas que de la techno et du cheap, c'est on peut avoir une prestation normale, enfin je veux dire comme un projet, quels que soient les projets, quoi. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant. Euh, T'as ouvert plusieurs portes. Je vais quand même rebondir sur deux, allez. trois trucs. Mhm. Euh, je, Alors, déjà, j'aimerais rebondir sur cette histoire de freelance versus entreprise, etc. Je pense que ça, c'est juste une continuité un petit peu. Déjà, c'est des ambitions personnelles et puis c'est des continuités de croissance aussi.
Euh, euh, j'ai jamais pris le temps de me dire je vais monter un collectif et je vais aller chercher plein de gens et avec ce groupe-là, je vais aller proposer des missions. Donc moi, j'ai été freelance, j'ai implémenté ces outils no-code, j'ai été tapé dans les API comme tout le monde, et puis au bout d'un moment, il se trouve que je faisais assez bien mon travail avec une valeur que je vendais assez correctement et qui était packagée de la bonne manière. Ça fait que j'ai eu assez de missions et assez de bouche à oreille pour me dire bon, faudrait peut-être que je passe ça chez l'un ou l'autre freelance supplémentaire qui pourrait se joindre à moi. Puis de façon complètement organique, on a fini par se retrouver tous autour d'un Slack à faire des missions ensemble pour lesquelles je prenais 100% du risque vu que c'était ma boîte Brulance qui facturait et qui faisait signer des contrats aux clients. On s'est dit bon, et si on mettait tout ça à plat avec une vraie marque, un vrai investissement, une vraie troupe. Mais je pense que ça, historiquement, c'était la même façon dont les hommes des cavernes ont créé des tribus, où à un moment on s'est rendu compte que tout seul dans son coin c'est cool, mais si jamais on se met tous ensemble avec des valeurs communes et qu'on arrive à, à partager ces moments ensemble, bah, ça fonctionne en général mieux, c'est plus résilient, on est plus on est plus agile aussi pour pouvoir se dépatauger dans certaines situations qui peuvent être compliquées. Donc, déjà, je voulais juste clarifier le fait que c'est pas parce que j'ai un collectif que j'ai mis en place cette méthodologie. C'est parce que j'ai Mhm. mis en place cette méthodologie qui fonctionne et qui a créé de la sécurité chez les clients que j'ai eu de plus en plus de missions et que j'ai fini par essayer de monter un collectif. Donc, je Mhm. suis pas certain que le fait de dire je suis freelance donc j'ai pas le temps, je peux pas le faire, soit le bon argument. Je crois qu'il s'agit de revoir un petit peu son propre business model interne, comprendre c'est quoi la proposition de valeur que j'apporte à mes clients, euh, essayer de changer. Le plus dur, je pense, c'est switcher ce mindset, c'est de se dire en fait, j'apporte une valeur. Je suis pas juste un exécutant qui va développer quelque chose. Peut-être que si, mais alors dans ce cas-là, je pense que vous serez mieux au chaud dans un collectif comme Brulance à me laisser faire mon travail d'architecte et puis à venir développer derrière. Parce que moi, vous faites ce que vous aimez et vous cassez pas la tête avec la paperasse, l'admin, la facturation, les délais de paiement, etc. Bon, je suis pas là pour faire la promo de mon modèle. Par contre, si jamais le but c'est d'être un freelance réellement, un peu en mode solopreneur et d'apporter de la valeur à ses clients, je crois quand même qu'il faut vraiment un moment souffler, réfléchir à c'est quoi cette essence de ce que je propose, revoir un petit peu la valeur de ce que j'apporte et créer cette méthode. Parce qu'en fait, sinon on se finit par se brûler. Euh, Mhm. et une fois que la pente devient glissante, il suffit d'avoir deux projets en parallèle où on est un maximum de capacité, un client qui est plus 100% content, sur lequel on a, enfin, je pense que ça, tous les freelances ont déjà vécu, sur Mhm. lequel un projet va pas exactement comme on veut, il y a du debug, on n'arrive plus à amener la qualité qu'il faut. Et donc, en fait, on se retrouve dans une stratégie qui est low cost, avec des clients qui sont moyennement satisfaits, et on est toujours en train de patauger pour essayer d'aller chercher du lead. C'est pas un modèle viable, en fait. Donc, voilà, je rebondissais juste un petit peu sur cette approche méthodologie chez les freelances parce que je pense pas que c'est une excuse que de dire je suis freelance, j'ai pas le temps. Je pense que justement c'est faut se dire comment est-ce que je mets en place cette méthodo et comment est-ce qu'éventuellement j'arrive à valoriser ça aux yeux du client pour pouvoir facturer plus et qui sait peut-être demain monter votre propre agence ou alors est-ce que je veux faire que de la technique et dans ce cas-là, rejoignez un collectif ou une agence, ou peu importe, et faites ce que vous aimez faire, et vous cassez pas la tête avec tout ce que l'entrepreneuriat et le freelancing inclut, quoi. Tout à fait, tout à fait. Non, je pense que c'est bien ça, moi. Enfin, on avait le dernier Twitch, il y avait par exemple Lilian, ou enfin, tous en fait, hein, que ça soit Lilian, Elise, etc. Évidemment, ils se retrouvent à faire. Bon, Elise a fait du Coda, ou Lilian a fait du mec, enfin bon. Mais ils se retrouvent à faire, en tant que entrepreneur, même s'ils se vendent comme expert Coda, etc., ils se retrouvent à faire du product management. Et voilà, c'est une composante indispensable au Évidemment. final qu'il faut réaliser ou qu'il faut prendre en compte, quoi. Donc en effet, il faut. Après, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, quoi. C'est pas leur truc. Eux, ils préfèrent être dans la technique. Et je suis d'accord avec toi que dans ce cas-là, il faut sans doute se joindre, comme tu dis, un collectif ou un product manager ou quelqu'un qui peut-être pour partager un peu ce genre de choses, quoi. Et in fine, quoi, pour assurer le succès du projet, quoi. Parce que je pense qu'on a tous en tête quand même, à la fin de notre succès, c'est le succès du client, quoi. Donc, euh, donc c'est Alors, on fait un métier important de de. service. Ça, c'est ce que Ouais, je répète tout le temps. Alors, je pense que je reviendrai pas sur des expériences passées, mais j'ai rencontré quand même beaucoup de gens qui font du service et qui sont des wannabe entrepreneurs scalables qui veulent faire des super boîtes et produits. Lancez une startup, lancez pas une boîte de service. C'est notre hum, métier, c'est de se lever le matin, d'avoir envie d'aller tout défoncer pour des clients, de leur apporter la valeur qu'on leur a promise, de kiffer passer du temps avec eux, de kiffer régler leurs problèmes, d'avoir l'impression de faire partie de leur équipe. Si jamais ça, c'est pas
ancré dans votre ADN et c'est pas quelque chose qui vous excite, euh, bah, voilà, je pense que votre métier ne vous apportera pas la joie que vous cherchez dans le monde du travail, quoi. Donc faut un petit peu se remettre dans le cadre de ce qu'est un métier de service, qu'est une boîte de service, que c'est que du freelancing, c'est se mettre au service de quelqu'un et effectivement, contrairement au CDI, quand même pouvoir en tirer un maximum de valeur et le faire selon ses propres règles. Mais il n'empêche qu'on est au service de quelqu'un. Ok. Alors, c'est vrai qu'on avait 1 heure et c'est vrai que j'avais des tas de questions et je vois qu'on est déjà en train de rentrer pas mal. On est sur juste la première partie, alors on va enchaîner un petit peu là. Donc, ce dont je voulais parler avec toi, c'était de ce projet donc, que tu avais fait pour un super DJ là. Il manque les scratchs. Il me faudrait un peu de musique avec un scratch, un truc comme ça. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ce projet juste pour introduire le projet, puis après on rentrera un peu dans ta méthodologie et dans les différentes phases du projet. On va parler un peu UX, enfin, de tous ces thèmes-là. Mais d'abord, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, ce projet, est-ce que tu peux nous donner une petite intro? Ouais, mais je vais d'abord commencer par un disclaimer. Alors c'est un projet qui est très drôle et je pense que ça fait mousser de pouvoir dire qu'on bosse pour DJ Snake, qui est un des plus gros artistes mondiaux. Euh, En réalité, on bosse pour son équipe, donc c'est pas comme si je bossais en direct avec DJ Snake. Euh, c'est un projet qui est particulier parce qu'en fait, on est un petit peu justement à cette frontière en fait, il y a une ligne qu'on doit pouvoir tracer dans les projets qu'on fait, qui vont soit vers le produit, soit vers les apps. Brulance, c'est une agence ops. Et donc, on a commencé le projet avec DJ Snake et avec son équipe, où l'idée c'était d'avoir un produit qui était énorme. Mais en fait, il faut comprendre que lancer un produit énorme, c'est complètement un autre modèle que de se dire j'ai un métier, je vais optimiser ce métier il est rentable, mais je vais investir de ma rentabilité dans un processus plus standard et plus optimisé pour augmenter cette rentabilité derrière. C'est deux approches qui sont très différentes. D'un côté, il y a vraiment du go-to-market, il y a de la product strategy, etc. De l'autre, c'est beaucoup plus un produit à l'interne et comment est-ce que je fais en sorte de rentabiliser ce projet via mes opérations. OK? Tout à Et fait. donc, le cas de DJ Snake. Ouais, vas-y. Non, pardon de t'interrompre, parce que je me rappelle, j'avais visionné une de tes vidéos où tu parlais de verticales, non, les verticales du no-code, et j'avais trouvé ça intéressant. Ouais. Donc en fait, je suis d'accord avec toi, il y a plusieurs verticales, quoi. Donc la verticale Ops, donc process, optimisation de process, automatisation de process. Ouais. Donc ce que vous faites, une verticale plus produit. Donc et les outils no-code, c'est pas les mêmes, quoi. Évidemment, pour du produit, on va utiliser du Bubble, du Flutterflow, etc. Enfin bref, donc pour créer des MVP, des trucs comme ça. Donc c'est une autre verticale, un autre type d'outil également. Tu peux avoir aussi une verticale, pour moi, un peu marketing, donc tout ce qui est site web, tu vois, avec du Webflow, du Framer et compagnie, qui est pour moi un peu une autre verticale. Donc juste pour dire qu'il y a c'est vrai, différentes verticales, on va dire, dans le no-code. Pardon de t'avoir interrompu. Tu m'as très bien interrompu, c'est parfait. Mais donc, dans l'ensemble, voilà, le disclaimer, c'était juste de dire ce projet particulier, en fait, il faut faire attention, parce que c'est quand même bien, quand vous vous mettez sur une mission, de définir si vous êtes plus du côté gauche Ops ou du côté droit produit, ou vice-versa, on s'en fiche. Et ici, en fait, c'est un projet en plusieurs projets, réellement. On a commencé par des parties très Ops qu'on a pu valider avec du retour sur investissement. Et en fait, ça arrive une fois sur 15, sur certains, ou peut-être une fois sur 20, qu'on fasse un projet pour un client et qui est en fait un tel potentiel de rentabilité en interne qu'on se dise, OK, je vais en faire un produit commercialisable derrière parce qu'il y a d'autres personnes dans mon secteur qui pourraient en profiter. Et alors, on sort presque du business model de son entreprise où on a un produit interne qui supporte des opérations et on essaye d'en faire un produit extérieur pour un plus grand nombre. C'est vraiment un autre métier. On devient éditeur de logiciels. C'est d'autres compétences, c'est une autre approche. La méthode pour construire ces produits est très différente aussi, mais on y reviendra. Et donc pour ce projet, en gros, tu voulais Tout à fait. ou... Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en fait pas mal de boîtes qui se sont montées comme ça. Hein. Par exemple, Slack, de ce que j'ai cru comprendre, c'était d'abord un outil qu'une boîte avait développé en interne pour eux. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, ben, ça peut servir à d'autres, donc je vais le sortir. Moi, plus près de moi, tiens, d'ailleurs, je suis dans une agence qui s'appelle, à Barcelone, qui s'appelle Little Buddha, aujourd'hui. Donc, c'est un ami qui a ça, c'est une agence web. Et ils ont fait un logiciel aussi de gestion de projet graphique, quoi, enfin, de la chaîne graphique. Et donc, un peu de la même façon, quoi. Donc, ce qu'ils ont fait pour eux, ils le sortent dehors. Donc, c'est vrai que c'est quand même, tu pars d'un besoin que tu as, quoi,
personnellement, quoi, et d'un coup, tu dis, il y a sans doute un potentiel pour l'offrir à d'autres personnes, quoi. Ce que moi, je trouve, en fait, réellement, qui colle en tout cas avec ma philosophie de croissance organique et naturelle. Euh, je, alors, je vous ai dit que j'avais commencé dans le monde des grands groupes avec Salesforce. Derrière, j'ai fait mes armes en lançant des boîtes en start-up et en allant lever des fonds, en essayant de lancer des produits purs. Euh, et je pense qu'il y a du bon à prendre partout. Mais c'est jamais une bonne idée d'essayer de partir du principe qu'on va cramer de l'argent pour essayer d'aller voir si quelque chose marche. Alors que dans ce cas-ci, l'avantage, c'était qu'il n'y a pas besoin de lever des fonds, il n'y a pas besoin de commencer à se casser la tête pour. En fait, on n'est plus en train de rêver. On est dans la réalité. On fait un Mhm. produit en interne, on voit s'il est rentable ou pas. S'il est rentable pour nous et qu'on n'est pas les seuls à faire ce métier, potentiellement, il y a un market fit ailleurs avec d'autres acteurs du marché. Donc, je trouve que c'est une logique saine que de se dire on commence par des ops qui est déjà un business qui est rentable et puis on va vers du produit. Et effectivement, des boîtes Mhm. comme Slack ou autres, il y en a plein. Et Mhm. après, ça veut pas dire que le modèle startup où on a un slide deck et on a une idée mais ne fonctionne pas. Mais bon, c'est un autre modèle, c'est de Ouais, la tout à fait, tout à capitalisation. fait, C'est pas notre métier, quoi. tout à fait. Euh, du coup, pour revenir sur le projet, donc on a été contacté par Camille qui est donc en gros le directeur de la logistique et de l'organisation de l'équipe de DJ Snake, euh, qui nous a un petit peu présenté ses enjeux, qui nous a expliqué comment est-ce qu'il faisait pour traiter tous les besoins de vol, Comment tu de l'as connu, transport. Camille? Comment il est venu à toi? Donc ça aussi, c'est carnet d'adresse. En fait, il est collègue de Arnaud. Arnaud, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance, qui est le Ah, photographe de DJ Snake. Et donc, bah, c'est un petit ah. peu comme pour tout. Tu rencontres Ah, des ça, c'est gens, tu dingue, montres hein. ce que tu fais. Ouais. Mais ça aussi, je pense que c'est un truc hyper important. C'est à quel point vous êtes passionné par ce que vous faites. Et je reviens à cette idée de se dire, bah, en fait, si tu fais du service, tu dois être passionné par le service. Ça se ressent aussi dans les discussions que tu as avec les gens. Mhm. Quand t'es fan de ce que tu fais, quand tu adores ce que tu fais et que tu montres ce que tu fais, t'attires des gens. Donc, Ouais. vous avez tous dans vos contacts, que vous le sachiez ou non, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui pourrait parler à quelqu'un. Et bon, la tendance est toujours de parler de personal branding sur LinkedIn, mais moi je pense qu'il y a un personal branding avec son réseau fermé, Tout avec un à taux de fait, ouais. conversion qui est énorme en fait. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle, j'en parlais avec mon socio, non, à Capamoon, de mon agence, où il parle de capital social, non? En fait, je pense que c'est un des premiers canaux, non, à essayer d'activer au final. Bah, c'est les gens qu'on connaît, quoi, qu'on connaît, qui connaissent, etc. Et en effet, quoi, il y a beaucoup de gens que je connais qui trouvent des missions simplement de cette façon-là, quoi. Mhm. On digresse, mais je vais donner quand même un Ouais. tips qui moi m'aide beaucoup et en réalité qui fait une grosse partie du chiffre d'affaires de Brulance. Pour les makers dans le chat justement qui utilisent Make ou N8N ou quoi que ce soit, vous avez des intégrations avec votre calendrier enfin votre boucle de contacts dans Android ou dans iPhone, peu importe. Euh, Moi, j'ai une synchronisation qui fait que à chaque fois que j'ai un nouveau contact dans mon téléphone, il remonte dans une page Notion avec tous mes contacts. Je viens également rajouter des contacts là-dedans. Et une fois par mois, ce que je fais, c'est je repasse tous les contacts qui n'ont pas de statut et je les qualifie. Ça peut être ça peut paraître fou comme ça, mais en fait, j'ai un CRM de ma vie, en fait, avec les proches, avec des gens du business, des mentors, des gens que je croise en soirée, peu importe. Et ce que je fais, c'est, je me dis, bon, bah, il y a des gens que j'ai envie de revoir, des gens que j'ai pas forcément envie de revoir, mais je me force à faire en sorte de rester en contact avec ces gens-là. Et comme moi, ma vie, elle est un petit peu tournée autour de mon business, on finit toujours à un moment ou un autre par parler de tout ça. Et j'ai des missions qui tombent tous les mois parce que je garde actif mon carnet de contact. Et donc, je pense que ça, c'est un truc qui est pas négligeable, quoi. C'est intéressant, ça, c'est intéressant. Et du coup, comment tu le gardes? On digresse encore un petit peu, je suis désolé, mais comment tu gardes actif ton. Est-ce que tu ne les mets pas dans une newsletter? Ou comment tu gardes le contact avec tous ces gens? Ouais. Alors, on fait de l'automatisation, mais je suis encore très old school sur la partie rapport humain. Mhm. Euh, alors, j'ai pas la vocation avec Brulance d'arriver à 50 freelances qui bossent et une boîte qui est hyper scalable. C'est pas mon intérêt. Je veux qu'on reste 10-15, je veux avoir un nombre de projets limité, je veux connaître à peu près tous les clients qu'on a. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire de la prospection à échelle. Là, on est full jusque fin février, avec des contrats qui sont signés jusque juin 2025. Donc, j'ai pas besoin, en fait, Mhm. d'aller chercher beaucoup D'accord. plus de contrats. Mhm. Par contre, de nouveau, c'est une question de qu'est-ce qu'on aime faire.
Moi, j'aime naturellement rester en contact avec ces gens-là. Et donc, je vais pas commencer à mettre en place de l'automatisation qui est basée sur de la performance. Je suis plus dans une logique où je me dis, bon, il y a des gens, j'aime m'entourer de personnes intéressantes dans ma vie. Il y a des gens que je rencontre qui, dans tous les gens que j'ai rencontrés, sont intéressants et que j'ai envie de garder dans ma vie, avec qui j'ai envie de parler, quoi. Donc voilà. C'est juste un Et exercice qu'est-ce que tu fais? Tu que moi les je me appelles? Tu leur envoies un email de temps en temps? Qu'est-ce que tu... Ouais, un WhatsApp, une photo quand Ouais. je suis dans ma piscine et que je pense à eux, D'accord. Non, j'ai vu la piscine un coup de derrière, là. téléphone. Ça m'a donné envie, ça. Ouais, C'est un beau et- business model, Bruno. Bien. Ok, donc, ok, merci pour ces retours. Donc maintenant, pour revenir, donc on en était où là? On en était donc à Camille, que tu as rencontré, comment t'es vu arriver le oui, projet, ouais. et vas-y, Et dis-nous un donc en petit peu comment ça s'est réalité, passé et de quoi il le, s'agit ce le, projet. ouais. Alors, pour ça, encore une fois, il suffit de comprendre comment les gens travaillent. Et donc, dans l'équipe, le business model de DJ Snake, qui avant d'être une entreprise est une boîte, hein, vu qu'il y a des équipes derrière. Enfin, avant d'être une personne est une boîte. C'est qu'ils vont faire des shows aux quatre coins du monde. Donc, il y a Mhm, énormément de logistique. Parfois, ils doivent prendre 3 vols sur la journée, switcher entre 3 compagnies. Parfois, c'est un jet privé. Parfois, c'est de la business class. Ça veut dire qu'il y a énormément de voyages. Il y a des shuttles, il y a des hôtels à gérer. Il faut gérer les passeports des équipes. Il faut s'assurer que tous les visas soient en ordre. Enfin, c'est énormément de coordination. Et donc, le travail de Camille, en fait, c'est un travail qui est épuisant parce que on doit être sur tous les fuseaux horaires du monde en permanence avec une équipe qui peut changer d'un endroit à l'autre, énormément d'interlocuteurs. Donc c'est de la vraie gestion d'une équipe sur le terrain et de transport d'un endroit à l'autre. Donc il nous a montré un petit peu comment il fonctionnait. Et comme le 3 quarts des PME encore aujourd'hui, c'est des tableaux Excel, c'est des fonctionnements en interne avec des envois via WhatsApp, c'est des copier-coller dans des applicatifs qui existent sur le marché ou des feuilles PDF qu'on va envoyer à toute l'équipe par email. Donc c'était des processus qui étaient très longs avec un principe enfin, simple qui était de se dire bah, je fais des tâches répétitives qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée qu'une machine pourrait faire. À partir de mhm, là, en fait, c'est assez simple de commencer à imaginer un business case. Ok, Camille, tu travailles tous les jours et tu fais ça, 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 ça te prend X heures. Combien tu factures? Ok, donc en fait, X euros par mois, tu les dépenses à faire telle action qui servent à rien. Est-ce que tu voudrais pas les gagner en laissant une machine fonctionner et aller chercher plus de clients pour augmenter ton panier? Parce que dans son équipe, en fait, Camille est un indépendant aussi. Donc, il gère plusieurs artistes. Euh, et d'accord. ça, en fait, c'est un constat ops, tu vois. C'est un constat ops et le Hmm, produit suivra. Camille, quand il est venu me chercher, il avait une vue produit. Il est venu un peu comme la plupart des entreprises font, avec un cahier des charges. Il est venu avec son document Word, mhm, son NDA, en me disant je t'envoie un document Word avec tous mes besoins, toutes mes fonctionnalités, et voici le NDA à signer pour être sûr que ça fuite pas. Ok. mhm, Mais on rentre dans le fonctionnement de l'IT d'il y a 30 ans, en fait, avec mhm, ces approches en cascade où on se fait un cahier des charges qui est basé sur des fonctionnalités. Je veux un bouton à tel endroit, je veux cliquer comme ça, je veux que la police d'écriture soit telle, je veux, tu vois, qui sont des fonctionnalités et qui sont pas des besoins business. Et donc la mhm, première chose que j'ai fait avec Camille, c'est lui dire, écoute, on va l'étudier ton cahier des charges, mais on va prendre du temps pour essayer de comprendre c'est quoi les besoins business qui se cachent derrière et aller voir si jamais il n'y a pas 10% de ces besoins business qui couvrent 80% de tes pertes de rentabilité. Et on s'est retrouvé avec ce cahier des charges immense en termes de fonctionnalité sur un backlog, donc ce carnet produit que tu connais aussi, qui est issu de mhm, la méthode agile, euh, et qui se structure différemment vu qu'on se met dans la peau des utilisateurs, où à chaque fois on va utiliser la même verbatim en tant que telle personne. J'aimerais pouvoir effectuer telle action de façon à régler tel problème. mhm, Donc déjà là, ça nous permet d'avoir cette couche de compréhension sur ce cahier des charges que Camille nous avait apporté, mais surtout, en fait, ça nous aide, c'est un peu un prétexte, ça nous aide, nous, à comprendre c'est quoi le retour sur investissement réel qu'on peut aller chercher derrière. Et donc, le plus important dans tout projet, on parlait de méthode tout à l'heure, pour moi, la première vente, c'est pas le projet en soi, c'est la phase d'analyse, c'est la phase de stratégie en amont du projet qui permet de faire ce travail. Donc ça aussi, je pense que c'était une des questions. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour à Florian qui participe beaucoup dans le chat depuis tout à l'heure. Salut Florian. Et donc par rapport à cette méthodologie, je pense que ça sert à rien de vouloir se dire je vais faire hyper rapidement parce qu'on va se brûler. Vaut mieux se dire non, on va le faire de façon structurée parce que tu vas y gagner à la fin, je vais t'apporter beaucoup plus de valeur,
moi, j'aime mieux faire mon métier, on va t'apporter cette valeur aussi. Donc, la première phase, c'est de dire, je vais te vendre un accompagnement, une session, une période de stratégie, on va faire que du product, en fait. C'est du pure Tout à product fait. management, on s'assied ensemble, on fait des user flows, on chope des user stories, et on essaye de comprendre c'est quoi le manque à gagner, les objectifs qu'on a envie d'aller atteindre, en fait, d'un point de vue business. Et ensuite, on l'amène sur la partie roadmap technique, c'est quoi les outils qu'on va utiliser, c'est quoi les data models, et qu'est-ce qu'on va les développer comme produits informatiques. Et ça part vraiment de Mhm. ces besoins métiers. Est-ce que j'ai été clair sur cette approche et la storyline de, tu vois, justement, comment est-ce que je Si. force à partir sur les Mhm. apps? Si, tout à fait. Et je pense que c'est un des gros pièges, hein, souvent dans lesquels tout le monde peut tomber, quoi. Évidemment, c'est d'aller direct sur la solution sans comprendre réellement pourquoi, comment, etc. Donc, sachant que les solutions peuvent être aussi variées, quoi. Toi, il y a plusieurs solutions. Voilà, l'important c'est de comprendre le problème et on va te résoudre ton problème, voilà, pour te faire gagner du truc. Donc, je pense que ce step back, non, finalement, est très important pour pas se planter sur le projet et de faire les choses avec purpose, non, comme ils disent, avec un réel savoir pourquoi on fait les choses, non. Sinon, je pense qu'on c'est comme courir avant d'avoir pensé à faire un plan, non. On va partir à droite, à gauche ou dans n'importe quelle direction, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va au final, quoi. Donc en effet, oui, je pense que c'est évidemment c'est la clé du product management, quoi. Et je voulais rebondir sur un autre truc que tu as dit, c'est il y a toujours plein de solutions possibles. Tout à Et, fait. et effectivement, moi, c'est un peu ça qui me fatigue sur LinkedIn avec les gourous, les gourous IT qui montrent à quel point ils sont forts pour construire une solution. En fait, c'est bien, mais dans l'absolu, ce qui est le plus intéressant, c'est que tu nous expliques c'était quoi le problème à la base que tu voulais régler. Mmh. Parce que ta solution est cool, mais on peut l'imaginer toujours de 15 façons différentes. Et personne peut se targuer d'avoir la meilleure solution. Alors, si tu peux toujours commencer à expliquer que la tienne est plus optimale, elle est plus spécifique, que tu gagnes certaines secondes de chargement, etc. Mais fondamentalement, c'est pas ça qui fait qu'un client est heureux à la fin. Euh, Mmh. il est content si jamais on a réglé un problème. Et si mon Problème équipe métier, était ouais. là et que tu leur demandais c'est quoi l'expression, le tic de langage de Dylan, je pense qu'il y a que deux possibilités qui ressortiraient. Ce serait faire des choses qui ont du sens et l'expression que j'utilise le plus, ça doit être par la porte ou par la fenêtre. Parce qu'en fait, une fois on sait où on veut entrer, je m'en fous que tu rentres par le toit, par la cheminée, par la porte, par la fenêtre ou ailleurs. En fait, tu dois pouvoir arriver à ton résultat et le résultat, c'est régler un problème. Et donc, dans la logique du collectif, vu qu'on a passé énormément de temps en amont à comprendre c'est quoi le problème, après, le moyen que tu vas utiliser réellement pour pouvoir arriver à la résolution de ce problème, on s'en fout un peu, en fait, tu vois. Mmh. Et on pourrait discuter pendant des jours sur, mais est-ce que tu n'aurais pas pu imaginer telle solution? La réalité, c'est que si j'avais pris cette solution, j'aurais eu exactement la même question, à l'inverse, où on m'aurait dit, mais est-ce que tu n'aurais pas pu utiliser telle solution? Et il y a toujours 25 solutions pour un problème, et on s'en fout, en fait. Mmh. Euh, L'IT, que ce soit du code, du no-code, peu importe, c'est une liability. Dans votre tableau balance sheet à la fin de l'année, c'est des trucs qui vous coûtent de l'argent. Un développeur, il vous coûte de l'argent, les licences, elles vous coûtent de l'argent, un serveur, ça vous coûte de l'argent, ça a besoin d'être maintenu, quelque chose qui vous coûte de l'argent. Donc fondamentalement, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est comprendre là où on perd tellement d'argent qu'on peut se permettre de dépenser plus d'argent pour en perdre moins derrière. Et donc, tu vois, il y a cette logique de que ce soit du code, du no-code, que ce soit avec telle solution ou telle solution, à la fin, il faut surtout que ce soit rentable et que qu'on arrive aux objectifs initiaux du projet. Donc, si jamais les Mmh. objectifs à la base ils sont pas clairs et les problèmes à régler ils sont pas clairs, euh, je pense qu'à partir de là, déjà, on perd une grosse partie de la valeur, quoi. Ouais, et puis tu vas développer quelque chose qui va pas forcément résoudre le vrai problème, et donc tu vas commencer à dépenser plus, ou le client est pas content, ou finalement ça résout pas son vrai problème, etc., etc., quoi. Je crois que, alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais j'avais lu que Einstein, sur Internet tu vois un peu tout et n'importe quoi, donc tu sais jamais vraiment si c'est vrai ou pas, mais j'aimais bien la citation, quoi qu'il en soit, que c'est en gros, s'il y a un problème, quoi, en gros il passerait 90% à comprendre le problème, de son temps à comprendre le problème, et 10% à le résoudre, quoi. Tu vois. Donc c'est un petit peu l'idée, quoi. C'est en amont comprendre vraiment qu'est-ce qu'on veut résoudre, comprendre c'est quoi le problème du client. Bah, c'est essentiel parce que si on n'a pas bien compris ça, c'est sûr qu'on va pas mettre une solution en face qui va résoudre le problème puisqu'on l'aura pas bien compris. Et
Alors, du coup, de nouveau, je suis désolé, je pense que tu me lances sur des sujets où j'ai envie de parler pendant des heures. Malheureusement, on n'en a qu'une, mais je crois que c'est quand même important de le dire parce que, alors on peut discuter technique, et méthodo, mais il y a des mindsets qui changent quand même la vie. Et je voulais juste te raconter une anecdote à ce sujet-là par rapport aux 90% de temps à réfléchir et 10% à exécuter. On sait très bien que dans le paysage IT, c'est pas possible. Que tu es obligé de proposer une phase où tu réfléchis, qui représente peut-être 5 à 10% du temps, et qu'après tu Ouais. passes 80% du temps à exécuter. C'est Mhm. nécessaire. Ce qui fait que dans un modèle à la journée ou à l'heure, c'est aussi ça qui est limitant, c'est qu'on les discussions avec les clients, c'est toujours combien de jours il va te falloir pour construire cette solution. Et on Mhm. oublie que la valeur globale, c'est la recommandation en amont qui fait qu'on règle le problème. Donc Mhm. c'est assez déstabilisant parce qu'on se retrouve en gros à devoir apporter une valeur qui est immense avec très peu de temps et dépenser Mhm. énormément de temps dans la réalisation de cette valeur. Et c'est une discussion que j'avais avec un client. En fait, j'ai eu la discussion hier parce que justement, c'est un client que j'ai depuis un moment maintenant, qui est sur un ancien modèle que j'avais qui fonctionnait à l'heure. Euh, et entre-temps, moi, j'ai changé sur une approche beaucoup plus axée valeur. Ça rime, j'avais Mhm. jamais réalisé. Mais il y a un V en plus. Mais donc en fait, ce qui est très compliqué ici, c'est que du coup, l'autre jour, la discussion, c'était de savoir implémentation de CRM. On a plein de projets en parallèle et il y a une implémentation de CRM qui est nécessaire pour venir supporter comme brique de vente d'autres outils qu'on a développés autour. Et donc, il faut changer de CRM. Euh, la valeur pour le client de changer de CRM est inimaginable. On est sur plusieurs centaines de milliers d'euros et peut-être même plus en perpétuity parce qu'en fait, il y a des coûts de licence qui sont énormes avec les outils en place, de maintien qui sont énormes. Il y a du temps qui est perdu dans l'équipe pour essayer de gérer ça. La valeur est immense. Nous, on a des discussions qui sont courantes, en fait, à cause des autres projets, où par-ci et par-là, on discute de ces sujets-là. Et donc, en réalité, ce projet CRM, cette partie design du projet CRM, ça fait des mois qu'on la laisse cuire dans le four, et donc on sait qu'elle va arriver. Et arrive maintenant le projet CRM, qui dans l'exécution en soi, maintenant que tout est clair et que ça fait des mois qu'on en discute, n'est pas très compliqué dans l'exécution. Mhm. Euh, on n'a pas besoin d'énormément de temps. Mais du coup, est-ce que c'est Ouais. justifié que de se trouver dans une situation où je vais dire je te facture à l'heure par rapport à l'exécution, alors que le maximum de la valeur, en fait, elle vient de ces 10-15% de réflexion en amont qu'on a eu qui sont étalés. Et si je facture à l'heure, ces 10-15%, ils sont pas valorisés. Et c'était hyper intéressant. D'ailleurs, je vous invite vraiment à essayer d'avoir des relations avec vos clients pour que vous puissiez avoir ce genre de discussion de façon transparente et ouverte. Parce que moi, ça m'a fait un bien fou d'avoir cette discussion et de remettre les choses à plat et de lui expliquer, oui, si on est cost-based, en fait, je suis en train de te facturer trop. Si on est value-based, en fait, t'es ravi que je te facture beaucoup plus que mon niveau cost-based à l'heure. Et donc, on s'est mis Mhm. d'accord que la bonne façon d'estimer ce truc-là, c'est pas du tout d'imaginer combien d'heures il va falloir pour le CRM. C'est la valeur globale de ce qu'on va essayer de régler dans sa boîte et qui est basée sur toutes les discussions qu'on a en interne. Et il me l'a dit, Mhm. c'est pour ça c'est hyper intéressant. Et il me dit, mais en fait, tu as raison. Pour moi, tu es le CTO de ma boîte, en fait, avec une équipe qui est capable d'exécuter. Ça apporte énormément de valeur. Moi, je suis d'accord pour dire effectivement que c'est pas sur un nombre d'heures ou un nombre de jours qu'on devrait essayer d'estimer ce projet d'implémentation de CRM. On doit trouver un entre-deux, entre combien on va gagner, ce que tu arrives à nous faire économiser, et effectivement, toi, le cost base, qui sont les heures et les jours que tu vas mettre en place. Et tu vois, Alors, cette mhm. logique, elle inverse complètement tout, parce que en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne valorise pas assez la partie réflexion en amont, la partie produit, la partie business case, qui derrière permet d'aller implémenter quelque chose. L'implémentation en soi, elle apporte la valeur qu'on a apporté dans enfin, qu'on a amené dans la réflexion. Voilà, j'ai fait un long Ouais. monologue, mais j'avais envie de partager ça. Non, mais c'est pas grave, parce que vu l'heure qu'il est, de toute façon, je pense qu'on a abordé des sujets très très intéressants. Donc, je pense que c'est très bien. On va continuer sur ce sujet-là. Et puis, de toute façon, il y a plein de questions on fera d'autres sessions de Twitch à 6 heures du mat, Dylan. Hein, tu vas être, tu vas être content. Donc, voilà, on continue. Alors, je continue donc, du coup sur le sujet. Et on a une question de Virginie qui dit: je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que c'est justement cette phase d'audit et de diagnostic qui est le plus dur à vendre. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux choses. Hein. Donc, je suis d'accord avec toi. Déjà, une des problématiques souvent, c'est que le client, il veut pas passer de temps là-dessus, quoi. Lui, il valorise la réalisation.
et déjà lui dire, on va faire 2 jours de discovery, d'audit et tout ça. Des fois, c'est pas forcément facile à vendre. Dans ton cas, en plus, Camille qui est arrivée avec déjà un cahier des charges et compagnie, je me demande comment tu as fait exactement pour la convaincre, parce que toi, elle peut te dire, attends, moi, j'ai déjà pensé C'est au un truc. garçon, Camille est un garçon. Pardon. Comment tu Mais as fait pour le convaincre? Donc voilà, donc comment, toi, donc la question c'est, d'une part, donc une question c'est comment tu vends et tu convaincs les clients d'avoir cette phase d'audit. Comment tu fais pour la vendre à plus de 10% du total du projet, potentiellement, puisque c'est le plus important. Et j'en rajoute une, parce que ça fait beaucoup, mais euh, c'est vrai que le côté, ouais, je te fais gagner 1 million, donc je prends 10%, tu vas me payer 100 000. 100 000. Bon, si tu arrives à le vendre ça, champion du monde, bravo Dylan. Mais je pense que c'est très compliqué de vendre ce genre de truc, quoi. Donc c'est vrai que le mec, soit il va faire au jour, soit au forfait, quoi, de l'ensemble du projet. Donc voilà, ouais, j'aurais aimé t'avoir aussi ton feedback un peu sur cet aspect-là, quoi. ouais. Peut-être premier aspect, la question de comment tu vends cette phase d'audit et tout ça, parce que comme tu dis, c'est là où où il y a beaucoup de valeur. Mais comme Ouais. dit Virginie, c'est aussi le plus dur, souvent c'est très dur à vendre aux clients, quoi. Je pense que là, il y a deux raisons principales pour lesquelles cette vente est compliquée. La première raison, ce serait parce que vous n'avez pas le bon ICP, vous n'avez pas la bonne cible. Et donc, c'est clair que vendre cette phase de design à un entrepreneur, par exemple, qui est tout seul ou à une toute petite équipe, euh, ça peut être compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous aussi, on se concentre sur des PME qui sont déjà un petit peu plus installées, qui ont l'habitude qui ont l'habitude de leur business et qui savent ce qu'ils ont à aller gagner, ou en tout cas qui savent qu'il y a un vrai problème dans leur boîte, pour leur expliquer qu'on ne peut pas aller leur régler leurs problèmes sans se poser avec eux et comprendre et valoriser ces problèmes. Mhm. Euh, donc, euh, je vais revenir après sur la façon de vendre, mais la première raison, je pense, c'est déjà quel est votre type de client. Euh, et là-dessus, je pense que tout entrepreneur qui s'est un peu cassé les dents, c'est que essayer d'apporter un produit et forcer un produit sur un segment de marché qui n'a pas les moyens d'acheter ce produit, vous avez un problème dans votre business model. Et donc aujourd'hui, on le sait, faire de l'accompagnement IT sur ce format d'accompagnement et de boîte de service pour des solopreneurs ou des entrepreneurs ou des toutes petites boîtes, c'est c'est encore très compliqué. Il n'y a pas de marge à aller faire. Le deuxième truc, c'est la façon dont on l'apporte. Et donc, la façon dont on l'apporte, alors ça, c'est un peu la capacité de n'importe quel vendeur, c'est déjà de croire à fond dans son produit et dans le besoin d'avoir ce produit. Si jamais Mhm. toi, tu as des doutes, ton client va le ressentir, ça c'est certain. Mhm. Et donc, je pense que ça démarre par un switch dans votre propre esprit et comprendre qu'il n'y a aucune maison qui se construit sans architecte. Tout à fait, Euh, ouais. On est bien il y a d'accord. jamais demain, vous achetez un terrain et puis vous appelez un poseur de briques et vous lui dites, mec, vas-y, pose-moi les briques et fais-moi ma maison. J'ai Il faut être souvent cette vraiment, enfin, image, aussi, hein, de l'architecte de mais, construire une baraque et tout ça. et Ouais. ça, faut pas hésiter à expliquer au client qu'il est en train enfin, qu'il vit dans un autre monde, en fait, Mhm. ou au prospect. Et ça, je pense que c'est difficile aussi à faire quand on a peut-être une insécurité financière, qu'on n'a peut-être pas encore assez de clients, etc. On a tendance à vouloir prendre ce qui rentre, mais il faut se forcer à être un peu frontal et à expliquer et donner des métaphores. La métaphore, c'est quand même une puissance incroyable. Lui expliquer cette métaphore de la maison et dire on va construire une maison ensemble. On n'est pas obligé d'aller construire la maison ensemble d'un coup. Tu as un terrain. On va commencer par les fondations. On va commencer par ce qui est le plus important pour toi, le salon, et mettre un toit au-dessus. Ta dépendance extérieure, ta piscine et ta balançoire, peut-être qu'en fait, c'est du nice to have et on en discutera demain. Mais on a besoin de comprendre ce que tu as envie d'aller mettre sur ce terrain et comment tu vas structurer ta maison pour pouvoir derrière aller construire cette maison. Et donc ça, c'est le travail d'un architecte. C'est exactement la même Mhm. chose dans le paysage IT. Si jamais on a envie d'aller développer des outils, si on a envie d'implémenter des outils, on ne va pas commencer à mettre des outils en place si jamais on n'a pas eu ce travail d'architecture en amont. Et donc là, c'est un peu à vous de jauger en fonction de la complexité des process à aller évaluer. Nous, on prend entre 10 et 50 heures pour des processus d'audit en fonction de la complexité du projet et du nombre de processus à aller tacler. Et en réalité, c'est que souvent, on fait une perte sur cette phase d'audit en amont parce qu'on passe beaucoup plus de temps que ça. Alors, quand je dis perte, on n'est pas en négatif, mais on réduit notre marge parce qu'on sait derrière qu'il y a l'implémentation. Et donc ça, c'est l'approche un petit peu
historiques qu'on a toujours mises en place. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est en train de changer. Là, je dois être transparent avec vous, c'est que je l'ai pas encore testé à fond pour pouvoir vous dire c'est la solution miracle, mais je commence à avoir des résultats qui sont cool. C'est de dire, on vous fait cette phase d'audit sous format de forfait, sur lequel on sait pertinemment qu'on risque de faire une perte, et on joue un petit peu à un jeu de poker, où on essaye d'expliquer aux clients que ce qu'on va faire, c'est aller chercher de la valeur, et déjà apporter cette vente à la valeur derrière, donc la roadmap, les problèmes qu'on va régler, pendant cette phase de design, que moi j'appelle phase design, audit, peu importe, on va pouvoir identifier des KPI, les objectifs qu'on veut aller chercher, c'est quoi le potentiel retour sur investissement, et ça vous donne le temps d'imaginer cette valeur globale, et puis derrière d'aller voir le client et lui dire bon cool, tu vois, on a un super plan d'architecture. Alors on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on a un modèle de document complet où on passe des objectifs à la quantification de ces objectifs, le backlog de user story, les processus métiers, le data model, la sélection des outils pour l'architecture, et enfin la roadmap. Et donc en fait ça, c'est une proposition commerciale si vous voulez, mais qui est en fait une proposition commerciale architecturée pendant une phase de design. Et c'est là qu'on met un chiffrage. Et en fait, sur base de ce document, moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est mettre un prix à la valeur et plus parler d'heures ou de jours hommes. Et c'est encore très compliqué, mais disons qu'on doit être assez ferme. Mais les premiers deals que j'ai perdus, enfin, j'en ai perdu 2 du coup à cause de ça, c'est parce que j'ai essayé de me justifier sur le temps et les jours hommes. Et puis là, entre-temps, j'en ai gagné 2 où j'ai décidé de pas me justifier. Alors, est-ce que c'est la bonne manière? Donc, j'ai dit, bah, écoute, ça, c'est le prix. C'est ce que tu veux construire. Ça, c'est le prix. Les coûts qu'il y a derrière, on peut en discuter si tu veux, mais est-ce que fondamentalement, toi, ce que tu n'as pas envie, c'est de gagner de l'argent? Moi, ce que je te dis, c'est que tu vas gagner X et que je te le fais pour ça. Est-ce que tu veux de ça comme vision ou pas? Et donc, c'est plus cette approche value-based de nouveau, où moi, j'ai fait forcément ce calcul d'heures et de jours en l'arrière, parce que je serais bête de vendre pour en dessous de ce montant-là. Mais derrière, j'essaye de trouver un juste milieu entre, moi, les coûts à l'heure ou au jour et la valeur pour le client. Et en réalité, c'est aujourd'hui un exercice qu'on est en train d'essayer de peaufiner. J'ai pas encore toutes les cartes dessus, mais c'est ma vision, c'est vers là que j'ai envie d'aller avec Brulance. Dans tous les cas, cette phase de design est toujours la même, les livrables ont toujours été les mêmes. La seule chose qui change, c'est le bloc de vente derrière, qui jusqu'à maintenant était des jours hommes ou des heures, et qui maintenant devient juste une proposition par sprint ou par livrable du projet. D'accord. Bon, super intéressant. Merci beaucoup, Dylan. Là. Donc, je vois qu'on arrive au final de l'heure. Il y a un autre Twitch qui enchaîne derrière. Donc, on va devoir s'arrêter là. Comme tu me l'avais dit dans tes commentaires avant la réunion, parce que j'avais tout mon agenda, tu m'as dit oui, ça c'est bien pour 3 heures. Donc, on voit bien que c'est le cas, parce que là, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait continuer à parler comme ça. Et franchement, c'est génial. Ce que je ferai, c'est que je mettrai aussi, parce qu'il y avait des vidéos de toi où tu expliquais un peu ta méthodologie. Donc, j'essaierai de les mettre, je sais pas, dans la description de la vidéo. La vidéo sera publiée sur mon canal, donc je pense que vous pouvez retrouver tout ça dans nos codes France ou le lien, enfin bref. Et donc j'essaierai de mettre tes vidéos parce que je pense que c'était, en termes de méthodologie, c'était aussi très 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 intéressant, quoi. Voilà, que dire de plus? Alors je suis désolé un peu parce que je vois qu'il y avait quelques questions dans le chat, mais on va pas avoir le temps malheureusement de les traiter. J'ai vu que tu avais un chien derrière toi, Dylan. C'est le tien ou c'est un... Ouais, c'est mon chien. Tu viens, tu coach. Ah, d'accord. Ouais. Hop là. Ouais, il est cool, le chien. Voilà, bah parfait. Bah écoute, on va finir sur cette image plutôt sympa. Allez, au revoir à toi, Dylan, et au chien. Comment il s'appelle, ton chien? Il s'appelle Kirois. Kirois. Ben voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai adoré pouvoir partager. J'adore pouvoir partager. On peut pas le faire assez souvent. J'essaie de le faire un maximum aussi via LinkedIn avec des posts LinkedIn et bon, on sait qu'il y a une limite de tout ce qu'on peut partager dans un post, mais j'essaie de le faire un maximum. Je serais ravi de revenir sur le Twitch de No Code France pour partager plus si nécessaire. Ouais. Et je te remercie, Julien, de m'avoir donné la parole. Génial. Garde-moi dans ta liste des contacts. On reste en contact, Dylan. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao, ciao.